c'est des molécules que l'on trouve dans les plastiques, notamment alors c'est une famille d'une quinzaine de molécules, hein, bisphénol A, bisphénol B, bisphénol S, etc. Alors on les trouve dans les plastiques alimentaires, notamment dans les biberons, dans les revêtements de canettes et de boîtes de conserve, dans certains contenants plastiques, dans les ciments dentaires. Alors j'ai rencontré des dentistes, peut-être qu'il y en a dans la salle, qui m'avaient dit qu'on n'utilisait plus ce bisphénol dans les ciments dentaires. Bon, de toute façon, là, on est dans le soin, donc on est dans une approche différente que le rapport bénéfice-risque. On le trouve également dans le papier thermique, vous savez, le papier de la carte bancaire, papier qui s'efface avec le temps. Et le problème, alors si vous retournez les papiers de carte bancaire, là, souvent c'est marqué derrière, ne contient plus de bisphénol A. Ne contient pas. Bon, ils ne disent pas qu'il y a du S. Hein. Mais il n'y a plus de bisphénol A. En fait, on s'est rendu compte sur une étude de cohorte qui était faite sur des caissières de supermarchés. Alors, je dis caissières parce que ce sont surtout des femmes qui font ce métier et le fait est que c'était une cohorte de femmes. Et dans le sang desquelles on a retrouvé des doses très importantes de bisphénol A parce qu'elles tripotent ces papiers toute la journée. Et ça passe par le derme et ça se retrouve dans le sang. Et malheureusement, ces femmes ne pouvaient se retourner contre personne parce que la dose qu'elles accumulaient chaque jour était inférieure à la dose journalière admissible, la fameuse DJA. Hein? Sauf qu'une DJA pour un perturbateur endocrinien, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce qu'un perturbateur endocrinien est une molécule stable qui a une demi-vie, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'elle disparaisse à 50%, une demi-vie supérieure à 24 heures. Et dès lors que, et les bisphénols, ce n'est pas les plus stables des perturbateurs endocriniens, mais c'est une demi-vie de 2 à 3 semaines. Ça veut dire que quand vous mesurez à un instant T le taux de bisphénol dans le sang, ce que vous mesurez, c'est la dose accumulée aujourd'hui, mais qui s'accumule avec celle d'hier, d'avant-hier, de la semaine dernière. Et donc, évidemment, que dans ce cas-là, une dose journalière admissible n'a aucun sens. Hein. Voilà. Donc, et puis dans le biberon des enfants, pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'en est toujours un? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on a un perturbateur endocrinien dans un contenant en plastique, par exemple, si on chauffe le contenant, eh bien, le perturbateur endocrinien passe dans le contenu. Et un biberon, bien sûr, a vocation à être chauffé, et on chauffe au micro-ondes, et donc ça passe dans le lait. Alors évidemment, comme ça touche les enfants, il y a eu une sensibilisation plus importante, il y a eu une grosse bagarre qui a été menée notamment par le réseau Environnement Santé et d'autres en France, et ils ont réussi à obtenir l'interdiction du bisphénol A dans les biberons des enfants. Mais ça a été remplacé par le bisphénol S. Alors c'est évident que le S a les mêmes propriétés que le A, mais tant que ce n'est pas démontré scientifiquement, ben on gagne du temps. Et pendant ce temps-là, et aujourd'hui, les publications arrivent, elles étaient toutes concentrées sur le A, maintenant elles s'intéressent au S, qui est encore plus rémanent que le A, et donc évidemment c'est catastrophique. Voilà, vous avez ensuite les phtalates. Les phtalates, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de plastiques, notamment dans les bouteilles d'eau minérale. Les bouteilles d'eau minérale, vous savez, sur le plastique, vous avez un chiffre qui va de 1 à 7, qui est dans un petit triangle formé de 3 petites flèches. Pour le voir, il faut 20 sur 10 en acuité visuelle. Donc, je ne dis pas à une personne un peu âgée, impossible, hein, même si elle a une loupe, ça devient compliqué. Et en général, c'est le chiffre 1 sur les bouteilles d'eau minérale, et le chiffre 1, c'est les phtalates. Donc c'est pas sympa. Vous allez me dire, une bouteille d'eau minérale, on va plutôt la mettre au frais qu'au chaud, sauf que vous ne savez pas ce qu'elle a vécu en amont. Elle est peut-être restée sur des plateformes de livraison en plein soleil pendant quelques temps. Et donc ça passe dans le liquide. Alors, c'est les emballages alimentaires, c'est les jouets, c'est les produits cosmétiques, c'est les produits hospitaliers, les cathéters, les poches à sang. Alors, on comprend bien pourquoi un cathéter a besoin d'être souple pour bien l'introduire dans la veine. Et les poches de sang, les poches de transfusion, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, les cathéters, les poches à sang, c'est quand on va à l'hôpital. Nous, on est adultes, on va voir que nous ne sommes pas les plus vulnérables vis-à-vis des perturbateurs endocriniens. Et puis, bon, on espère bien que ça ne va pas durer longtemps. Bon, c'est comme les rayons X, c'est pas sympa les rayons X, mais il faut bien savoir comment c'est cassé, et donc on subit ponctuellement une exposition aux rayons X. La personne qui les manipule, elle est protégée, etc. Très bien. Le problème, c'est chez les prématurés. Et c'est Charles Sultan, donc, qui était à la retraite, mais qui était le chef de service de pédiatrie au CHU de Montpellier, qui s'est beaucoup intéressé aux perturbateurs endocriniens, et qui a lancé l'alerte, parce que les prémas, par définition, un prématuré est un enfant qui devrait encore être dans le ventre de sa maman. Et vous allez voir que la période de plus grande vulnérabilité aux perturbateurs endocriniens, c'est la période embryonnaire et fétale.
Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement vulnérable vis-à-vis des perturbateurs endocriniens. Et vous savez qu'un tréma dans une couveuse, ben, il a des cathéters partout, hein, dans la moindre veine qu'on trouve sur le crâne, sur les chevilles, sur les poignets, etc. Et Charles Sultan a constaté que dans le sang, qui est un tout petit volume de sang, c'est ces petites crevettes qu'on essaie de maintenir à la vie et de ramener, de maintenir à la vie, eh bien, il a trouvé des taux de phtalates qui explosaient les normes, surtout qu'en termes de concentration, la concentration, c'est la quantité divisée par le volume, comme le volume de sang est ridicule, même une faible quantité fait une forte concentration. Et donc ça veut dire que ces enfants qu'on essaie de ramener à la vie, en fait, on les empoisonne aussi pour la vie. Donc, avec ces phtalates. Donc, il a lancé, Charles Sultan, en 2012, une opération qui s'appelait Hôpitaux zéro phthalate, pour remplacer tous les cathéters, toutes les poches à sang, par des produits sans phthalate, et pour lesquels on avait quand même une souplesse. Et moi, j'ai cru à l'époque que ça allait faire boule de neige, etc. Ça a fait flop. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça a fait flop. Et puis alors, un truc très surprenant, c'est les jouets pour les enfants. Moi, je ne vais pas souvent dans les rayons jouets, parce que j'ai pas d'enfants. J'y vais des fois pour les enfants des autres, acheter des trucs qui font du bruit, parce que c'est les enfants des autres. Voilà, mais je vais quand même de temps en temps dans les rayons jouets, ne serait-ce que pour ça, pour voir s'il est mis en avant le fait qu'il n'y a pas de phthalate. Alors on dit en général, il faut parler anglais, sinon ça ne fait pas intelligent, on met phthalate free, hein, sans phthalate. Eh bien, j'ai jamais vu. Peut-être me démentirez-vous, moi j'ai jamais vu des jouets mis en avant. Et pourtant, ça existe. Parce que pour les jouets pour adultes, pour les sextoys, c'est un argument de vente. C'est un jour une dame qui fait en Normandie des sextoys en bois, je ne sais pas comment, qui m'a dit, mais monsieur Vélo, allez voir dans les sex shops. Alors, moi, j'aime bien, en tant que scientifique, vérifier par moi-même. Et donc, j'ai fait une dizaine de sex shops à Pigalle. J'ai été voir, et je vous promets, allez-y, vous verrez, je ne raconte pas de conneries. Le moindre vibromasseur, le moindre petit canard vibrant, c'est marqué phthalate free. Alors, si c'est possible pour les jouets pour adultes, pourquoi c'est pas possible pour les jouets pour enfants? D'autant plus que l'adulte, comme je le disais, n'est pas le plus vulnérable vis-à-vis des perturbateurs endocriniens. Hein, et puis, l'adulte ne va pas, a priori, passer la journée avec son sextoy, alors que l'enfant va passer la journée avec son jouet. Hein. Et donc, voilà, c'est assez incompréhensible, mais c'est comme ça. Vous avez des parabènes qu'on trouve également dans les produits cosmétiques, alors les phtalates aussi, hein, les produits cosmétiques. Ouais. Et ça, bon, vous allez voir que ça cause un problème pour les femmes enceintes, hein, parce que souvent, les femmes veulent utiliser spécialement des cosmétiques pendant la grossesse, pour l'élasticité de la peau, etc., ce qui s'entend très bien. Le problème, c'est que, voilà, en fait, elles exposent leur fœtus à ces produits par voie cutanée. Donc les parabènes, vous avez les PBDE, les polybromodiphényléther. C'est un gros mot, mais vous connaissez tous. Vous connaissez tous, c'est les retardateurs de flamme, les produits ignifugeants. Vous savez l'odeur de neuf dans une bagnole? Ben, c'est les PBDE avec lesquels on tapisse le tableau de bord, les garnitures de siège, les garnitures de porte, etc. C'est une obligation des compagnies d'assurance. Et alors ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a des gens qui vendent des bagnoles d'occasion. Et pour que ça donne l'impression que la bagnole est super bien entretenue et super neuve, eh bien, ils remettent des PBDE dans la bagnole. Voilà. Mais vous en avez partout. Vous en avez sur le dessus de lit, vous en avez sur le canapé, vous en avez sur les meubles, vous en avez sur le sol, vous en avez sur les murs, parce que c'est une obligation des compagnies d'assurance. Les PBDE, il y en a partout. Sauf peut-être à la cathédrale Notre-Dame, mais sinon, il y en a pas. Donc, ça c'est un retardateur de flamme. Et donc, c'est utilisé, on est vraiment exposé au échappable, et les PBDE, ce sont des perturbateurs de la thyroïde. Perturbateurs thyroïdiens. Et puis, ça, c'est les dérivés bromés, et il y a l'équivalent en fluoré. Vous savez, le brome et le fluor fait partie de la même classification des éléments, ça s'appelle les halogènes. Eh bien, vous avez les dérivés fluorés qui sont les réfrigérants. Vous savez, dans les unités de réfrigération, qu'on utilise également dans les antitaches, dans les produits antitaches, etc. Et donc, ça, ce sont également des perturbateurs, notamment de la thyroïde, mais pas seulement, il y en a énormément. Les pesticides. Alors, les pesticides, il en a été beaucoup question dans l'intervention précédente. J'aurais pu remplir plusieurs diapositives bleues, là. Hein. Alors là, je donne que quelques exemples. Hein. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront,
ça a été expliqué, et vous êtes un public, j'imagine, averti sur ce sujet, donc je ne vais pas vous faire l'affront de redire ce que sont les pesticides, mais je vais quand même le dire au cas où il y aurait des journalistes. Donc, pesticides, ouais, il faut bien qu'ils s'éduquent, hein, pour qu'ils arrêtent de raconter des conneries. Enfin, c'est eux qui s'appellent journalistes, hein, c'est pas des journalistes, hein, ça se saurait. Donc, pesticide, c'est le terme générique qui englobe insecticides qui tuent les insectes, fongicides qui tuent les champignons, herbicides qui tuent les herbes, les plantes, etc. Enfin, tous ces mots en X et biocides, c'est des pesticides. Parfois, j'ai mis le principe actif déclaré, hein, dont a très bien parlé Pierre-Michel tout à l'heure. Parfois, j'ai mis la formulation commerciale. Roundup, c'est la formulation commerciale, dont le principe actif déclaré, donc le glyphosate. Vous avez le tributylétain, c'est un produit qu'on utilise pour les peintures anti-fouling. Vous savez ce que c'est les peintures anti-fouling? C'est les peintures avec lesquelles on peint les coques des bateaux, pour empêcher que les coquillages n'adhèrent. Vous voyez? C'est un produit masculinisant, le tributylétain. Alors il a été interdit en France, je crois en 2007, pour les bateaux de moins de 25 mètres. Pas pour les autres. Et puis ensuite, l'Organisation maritime internationale, l'OMI, l'a interdit dans le monde entier. Sauf qu'il y a un certain nombre de pays en Amérique latine qui ont outrepassé l'interdiction de l'OMI, qui continuent à l'utiliser. Et le tributylétain, en fait, fait pousser un pénis sur l'oviducte des gastéropodes marins. Vous savez, les gastéropodes, les escargots marins, c'est-à-dire les bulots, les bigorneaux, etc. Et bien, quand on dit escargot, on pense à hermaphrodite, mais les escargots marins sont en fait sexués. Il y a des femelles et il y a des mâles. Les femelles ont un oviducte qui est le canal par lequel elles pondent leurs œufs. Eh bien, les femelles ne peuvent plus pondre leurs œufs parce que l'oviducte est obturé par un pénis qui pousse dessus à cause du tributylétain, qui est un effet masculinisant. Voilà. Le lindane, le DDT, le DDE, l'atrazine, le malaction, le paration, donc pesticides organophosphorés, chlorpyrifos, pesticides organochloré et organophosphoré, qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'on l'a retrouvé dans l'eau du robinet d'Île-de-France il n'y a pas longtemps à des taux importants. Les néonicotinoïdes qui viennent d'être autorisés sous la pression des betteraviers, hein, juste après le Covid. Les néonicotinoïdes, et ça s'appelle la prévention, hein. Donc les néonicotinoïdes qui sont aussi des perturbateurs nerveux et qui sont responsables de la perte d'orientation des abeilles qui n'arrivent plus à retrouver leur ruche quand elles sont gavées de pollen. Voilà, on pourrait, et il en a été question, le chlordécone, on pourrait rajouter, hein, chlordécone, donc insecticide pour lutter contre le charançon du bananier, responsable, produit masculinisant, responsable de l'explosion des cancers de la prostate. Donc en Martinique, en Guadeloupe, c'est enfin reconnu officiellement. Les dioxines qui sont essentiellement rejetées par les incinérateurs de déchets. Les PCB, les polychlorobiphéniles, encore un gros mot. Les PCB, ça a été beaucoup utilisé. C'est interdit depuis 1987. Vous allez me dire, alors pourquoi ils nous en parlent encore? Vous allez voir pourquoi. Les PCB, c'était des isolants électriques, donc utilisés dans les transformateurs condensateurs, mais également beaucoup utilisés dans les adhésifs, dans les cols à papier peint, dans les peintures en bâtiment. Et quand les peintres lavaient leurs outils, tout ça partait dans les eaux de ruissellement, dans les nappes phréatiques, dans l'eau de rivière, dans l'eau de mer, avec un effet de dilution énorme. À tel point que quand on dose les PCB dans l'eau de mer, on est souvent en dessous de la seuil de détection, du seuil de détection. En fait, ils sont là. Pourquoi ils sont toujours là? Je vous ai dit que c'était des molécules très stables, des perturbateurs endocriniens. Les plus stables des plus stables, c'est les PCB. Et les PCB les plus stables ont une demi-vie de 2700 ans. C'est-à-dire que dans 2700 ans, il en restera 50%, dans 5400 ans, il en restera 25%. Vous voyez, on prend soin de nos générations futures. Donc, et alors, nous, on les détecte à peine parce qu'ils sont très dilués, mais le poisson les filtre en permanence. Et le gros poisson qui mange le petit s'ajoute à la dose qu'il a filtrée, la dose de sa proie, du petit poisson qu'il a mangé. Et au bout, il y a qui? Il y a nous. Voilà. Et donc, en fait, dès qu'on mange du poisson, difficile d'échapper au PCB. Alors, il faut essayer de varier les sources, de ne pas toujours prendre des poissons de la même zone de pêche, des poissons de rivière, des poissons de mer, etc. Parce qu'il y a quand même des variations de doses. Mais voilà, c'est vraiment un problème. Et puis, vous avez certains métaux lourds, le mercure, le plomb, le cadmium. Alors, en particulier, alors, le cadmium, c'est un problème pour les gens qui fument et qui prennent la pilule. Enfin, c'est un problème pour les gens qui fument, de toute façon. Mais en plus, ça fait très mauvais ménage avec les oestrogènes. Donc, une jeune femme qui veut prendre la pilule, je dis souvent quand je fais des formations auprès des médecins, parce que les médecins sont des gens de terrain qui aiment bien repartir avec des solutions concrètes. Et la frustration quand on parle de ça, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Et donc, pour un médecin, c'est frustrant. Ça, je l'entends bien. Et donc, ce qu'on peut déjà conseiller, notamment une jeune femme qui veut prendre la pilule,
Si elle est jeune, ça veut dire que si elle est fumeuse, elle ne fume pas depuis très longtemps, donc elle n'est pas trop addicte, il est encore temps peut-être de s'arrêter facilement. Et donc de la persuader que si elle veut prendre la pilule, il vaut peut-être mieux arrêter de fumer, parce que le cadmium et les oestrogènes font très mauvais ménage. Voilà. Et alors le cadmium, pourquoi il est dans le tabac? Parce que le tabac est une plante qui pompe le cadmium des sols. Et pourquoi il y a du cadmium dans les sols? Parce qu'il y a des métaux lourds dans les pesticides. Le tabac pompe le cadmium, mais on le retrouve, le tabac blanc, dans le tabac à fumer. Et là, donc, effectivement, ça fait très mauvais ménage. Voilà, alors voilà pour la liste que je voulais vous présenter. Pour terminer sur une note un petit peu plus légère et positive, je dirais que, rassurez-vous, pour arrêter de fumer, c'est facile, il suffit de faire du cheval. Hein. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais on n'a pas forcément un cheval, débrouillez-vous, mais trouvez un cheval, faites du cheval, et là, vous arrêterez de fumer très facilement, parce que, faites-le,